Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Mesdames et messieurs, amis de l'émission Au-delà de l'actualité, vous êtes sûrement surpris de voir un homme en train de présenter cette émission de place de Madame Gisèle Etoko, qui habituellement en tout cas se retrouve avec vous tout au long de cette émission. Elle vient de se marier, elle est en tout cas en vacances de noces, c'est pourquoi nous la relayons rien que pour cette édition. Et pour aujourd'hui, nous avons Kudura Kasongo Nalwaba, qui est un acteur politique, il est membre influent du cash Kudura Kasongo. Bienvenue sur ce plateau de Au-delà d'Actualité. Merci beaucoup, monsieur Mokolo Junior Romance. Oui, la tradition dans cette émission, c'est qu'on aborde, on analyse un sujet d'actualité ou un sujet de société. Pour aujourd'hui, nous allons quand même réfléchir sur les obstacles qui empêchent le Congo de pouvoir émerger depuis l'indépendance. Donc, on va voir comment changer la gouvernance étatique en RDC pour faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Kudura Kasongo Manalwaba, mais depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, le pays est en train de tâtonner. Et nous étions par exemple en 60 au même niveau que la Corée du Sud, peut-être même plus que l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait qu'on n'arrive pas en tout cas à progresser, à aller de l'avant dans ce pays? Merci beaucoup, monsieur Mokolo, de l'opportunité que vous me donnez, encore une fois, pour pouvoir décortiquer sur la problématique, la triptyque du développement du pays. La question qui touche au problème du développement du pays est immense. Je l'ai abordé dans mon travail de recherche en sciences politiques à l'UNIKIL et je crois que nous ferons, cette recherche fera l'objet d'une émission un peu particulière et je prendrai soin de vous l'amener et puis on pourra en discuter. Mais en liminaire, ce que je peux dire, il faut d'abord rappeler que notre pays, et ce n'est pas inutile de le dire, a été créé sans nous à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, à la conférence de Berlin, à la fin de ce siècle-là, les Européens avaient besoin de ressources maritimes. C'est ce qui avait expliqué la vague de navigateurs qui sont venus en nombre dans notre pays. Et notre pays est né dans ces circonstances-là. Vous savez, au départ, c'était une association philanthropique, d'après le raisonnement du roi Léopold II. Mais c'était une astuce pour trouver des ressources pour son royaume, la Belgique. Et quand il avait fait, il avait déjà cette idée qui germait dans sa tête depuis 1861, lorsqu'il fut prince des Brabants. Et donc, le Congo a été créé dans ce sens-là et reconnu tout de suite par les 14 pays, dont les États-Unis, la France et bien d'autres, l'Autriche, la Russie, etc. Et le principe était que, celui qui était retenu à l'époque, que la liberté de naviguer était garantie dans le bassin du Congo. Les produits devaient être importés et ils étaient exonérés des droits d'entrée et des droits de sortie. C'était ça la philosophie. Et aujourd'hui, dans l'esprit en tout cas des Européens, ça n'a pas beaucoup évolué. Et donc, le Congo a été créé sans nous. Et aujourd'hui, les dirigeants du Congo se comportent comme si le Congo n'est pas leur pays, puisqu'ils le pillent. Ils étaient des représentants. Ils se comportent exactement comme les collaborateurs du roi Léopold II ou comme les colons belges. Et au moins les Belges, au moins ils ont laissé des écoles. Mais aujourd'hui, il y a très peu de choses que le Congolais vont être fiers. Voilà. Nous avons noté que le Congo a été créé sans nous. Nous sommes là pratiquement les héritiers d'un territoire que nous n'avons pas créé. J'ajoute, si vous permettez, oui. Ça c'était la première période. La deuxième période, lorsque le roi
abdiqué, il a renoncé, parce qu'il faut quand même savoir que les protestants, vous parlez du roi, les protestants, par réforme, Congo Réforme, c'était une ONG qui avait mené un combat farouche contre le roi Léopold II à la suite des exactions qui étaient dans le pays. La France et la Belgique étaient presque prêts à lui arracher le Congo. Et puis la Belgique est venue. Pendant la période coloniale, les Belges non plus n'ont pas préparé les élites. L'université de Valium, qui aujourd'hui a été créée en 1954, tout simplement. Donc 6 ans avant la proclamation de l'indépendance du pays, qui, je vous le rappelle, a été improvisée. Bien. Pendant cette période, pas de formation d'élite. On disait, pas d'élite, pas d'ennui. Pas de partis politiques non plus. Donc, quand le mouvement a commencé aux alentours de 1955, à la faveur de la conférence en Indonésie, avec Sukarno, le président de l'Égypte Nasser, Indira Gandhi, le président de l'Indien Gandhi, n'est-ce pas? Et c'est ça, avec le mouvement des Lignées, qui ont été à la base, avec l'impact qu'il y a eu. En train pratiquement d'énumérer les obstacles qui empêchent le pays de décoller, notamment les préparations des responsables à subir leurs fonctions. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Les peuples de l'indépendance, ils vont à Bruxelles. Et il va y avoir 2 conférences. Une politique, une autre économique. Celle politique, on lui parle du pays, tout de suite. Mais la deuxième, où il y avait la conférence, où il y avait la commission Vogel, les Congolais ont déserté la conférence. Les dossiers économiques qui étaient notamment inscrits à l'ordre du jour n'ont pas été parce que ils ont déserté quoi? Parce que ils avaient déjà l'indépendance acquise, oui, et qu'ils allaient remplacer les gens. Exactement. Et devenir de nouveau Bazoum, si vous voulez. Donc tout ce qui était le débat politique, qu'est-ce qu'on devait faire, etc., ça ne les intéressait pas. C'est la commission Vogel qui a essayé un peu de traiter les questions économiques, alors que le Belge devait quitter le pays. Or, une semaine, le 23 juin 1960, lorsque les Belges sont partis, ils ont tout emporté, ils ont emporté tous les trésors, et les banques, les entreprises qui étaient au Congo, c'était devenues des entreprises du droit belge d'ailleurs, avec tous les trésors. Donc, il n'y avait rien du tout. Nous avons noté que nous avons hérité de la préparation de nos collègues belges. Mais nous-mêmes aussi quand même, il y a les schèmes. Quand il y a la colonisation, il y a les schèmes. Il y a l'impact de la colonisation. Vous aurez remarqué que pendant la période coloniale, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est battu pour avoir le numéro d'immatriculation pour entrer à la Gombe Sakalina ici. Donc, les désévolués, voilà. Donc, c'était ça, le combat c'était celui-là, savoir manger aux fourchettes, etc. C'était l'évolué. Bon, M. Koudoura, ça c'est un cours, là, parce que nous aurons une émission là-dessus, mais la mentalité n'a pas évolué. Parce que sur Mobutu finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça faisait bien de construire en Europe. On vole, et puis on amène l'argent, on construit en Europe. Ça n'a pas changé, la mentalité. Et elle est différente, la nôtre, elle est différente du Nigérian qui, eux, construisent chez eux. Maintenant, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? L'impréparation, la mauvaise gouvernance, l'inconscience, le manque de sanctions. Et surtout l'inféodation des intérêts nationaux, des intérêts. Oui, d'accord, ça ce n'est qu'un aspect. Parce que quand vous pillez quand même l'argent de la Banque centrale, c'est pas les Belges qui vous demandent de le faire. C'est pas le Français non plus, vous pillez. On est d'accord? C'est pas les Européens. Les Européens, ils ont leurs intérêts, ils veulent investir. C'est à vous de négocier avec eux. Mais encore une fois, quand vous négociez, vous laissez tout à la faveur des Occidentaux, des investisseurs, rien pour le pays. Parce qu'on pense, à tort ou à raison, je ne sais pas, que le pouvoir vient de là. De l'essentiel que vous soyez un grand capital à la tête de votre pays. Mais rien pour le pays, rien pour vos compatriotes. On appelle la bourgeoisie comprador. Exactement. Ça, c'est la situation. Maintenant, la vague d'aujourd'hui consiste à s'affranchir de cette mentalité, à s'émanciper, n'est-ce pas, et à devenir réellement libre. C'est ça le Congo. Et heureusement que nous avons une opposition. Mais maintenant, en cette opposition-là, vous avez aussi votre opposition inféodée.
Vous savez que la fondation Carter ici, le but était de savoir quel est le candidat quel est le cheval que l'on va enfourcher pour l'amener au Congo ici, pour servir les intérêts des Occidentaux, encore une fois. On n'est pas contre les Occidentaux, mais il faut quand même qu'à un moment donné que nous soyons maîtres. Mais M. Koudoura, vous évoquez l'opposition actuelle, mais on se rend compte par exemple que depuis l'indépendance et jusqu'à maintenant, quand vous prenez les réseaux qui sont arrivés au pouvoir, les réseaux focaux congolais, exactement, les réseaux focaux. Il est à la tête de l'AFDL qui était piloté par des étrangers. Vous prenez même Joseph Kabila par exemple, le président qui vient de quitter le pouvoir. C'est la Belgique avec Louis Michel, par exemple. Mais maintenant, nous avons un président qui, à ma connaissance, il a été élu. Le président Félix n'a pas été piloté par les Belges, par les Américains, qui vient de rencontrer, ni par les Français. On est bien d'accord. Non, mais on vient de se rendre compte, par exemple, qu'il n'a fait aucune tournée en province, il a commencé par les États-Unis d'Amérique. Non, parce qu'il faut de l'argent. En province, c'est différent. Donc, il n'y a pas un calendrier. L'essentiel, à mon avis, c'est de voir tout le monde. Quand on commence à province au Congo là-bas, ça dépend du calendrier qu'il a et des urgences qu'il a. En province, il n'y aura pas d'argent là-bas, de toute façon. C'était pour leur dire, pour les rassurer que voilà, nous sommes là, nous allons essayer d'en faire ce peu, d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Par contre, à l'extérieur, on a besoin d'une certaine stabilité, d'autant plus qu'il y a une certaine agitation. Il faut quand même stabiliser, apporter la voie de la nouvelle vision dans la République. Et en même temps, l'argent pour pouvoir asseoir le pouvoir et apporter des solutions aux problèmes économiques. Quand par exemple le chef de l'État demande l'aide des Américains pour déboulonner la dictature de son prédécesseur, des propos qui ont fait fâcher pratiquement les FCC. Mais pourquoi ça c'est même grave comme déclaration? Est-ce que ça vous fâche? Vous journaliste. Mais j'aurais souhaité par exemple la question de la dictature dans notre pays qu'on le fasse par les Congolais eux-mêmes. Oui, parce que on est pratiquement dans le même schéma. Déboulonner, ça a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. La dictature, c'est comme une ombre. Vous ne la voyez pas, mais elle agit. La dictature, c'est quoi? C'est la pensée unique. C'est la pensée cynique. C'est la prédation. Voyez-vous? La dictature. Et donc, pour la extirper cet esprit de la République, il faut une collaboration de tout le monde parce que le peut connecter à l'extérieur. Quand vous avez des gens ici de la CENI qui tripotent avec l'argent de la République, l'argent des contribuables, où est-ce qu'ils amènent cet argent? C'est pour les États-Unis? Et ils ne sont pas intelligents. Vous voulez l'argent de la République, en dollars, vous allez déposer l'argent, le dollar, aux États-Unis, dans les banques américaines. Voyez un peu le niveau de réflexion des Congolais, un niveau nul. Parce que les Américains, ils ont le regard, hein. C'est tout ce qui se passe. Encore que le dollar, c'est leur monnaie. Donc, cette affaire-là, par exemple, lorsqu'on dit aux Américains de nous aider, eh bien, ça peut nous aider de répartir les fonds ici. Donc là, on tombe dans... C'est un exemple. Là, on tombe, par exemple, dans la communauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Oui. Donc les gens, au lieu de servir la communauté, les gens... Exactement. Mais est-ce que vous avez... Franchement, nous avions encore un Parlement qui fonctionnait, l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous avez entendu une seule fois quelqu'un demander ou chercher à savoir, un peu plus de ce que les Américains disent. Les Américains nous disent, votre compatriote est-elle a de l'argent ici? C'est ça ce que ça veut dire. Sur le plan interne, rien n'est fait. Voilà. Je peux comprendre, tu n'avais pas les outils. Et c'est ça le mérite. Le président Tshisekedi qui veut numériser parce que la numérisation peut améliorer la gestion de l'État. Même par la justice, alors que la justice peut se saisir dans le cadre d'une commission rogatoire. Vous voyez, pour savoir, l'argent là-bas, même demander à l'ambassade si on peut le faire. Demander à monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a moyen de trouver des informations pour voir s'il y a des indices pour que l'État puisse rentrer justement dans ce droit. Rien du tout. Oui, mais c'est ça qui nous le dit. Mais M. Koudoura, je rappelle que nous sommes en train de débattre avec vous sur la problématique du changement de gouvernance étatique du Congo. Oui. Comment faire en sorte qu'on puisse quitter l'État d'un État pratiquement failli, d'un État qui prospère et qui émerge. Et on note par exemple que parmi les obstacles, parmi les travers qui font que le pays ne décolle pas,
Il y a aussi par exemple le fait que les recrutements se font souvent des gestionnaires de l'État, des fonctionnaires, tout ça, se fait sur base du tribalisme, clientélisme. Vous devenez ministre, votre cabinet est rempli de membres de la belle famille, de membres des partis politiques. Il y en a même par exemple qui ne répondent même pas aux critères des compétences ou de méritocratie. C'est exact. Nous avons des difficultés quand même dans notre pays. Je comprends un peu votre question. Je pense que tout président de la République, pour être honnête, parce qu'il faut quand même être honnête, il n'y a pas un président qui, dans l'état actuel des choses, qui peut accéder au pouvoir et ignorer les appareils politiques. Il n'y en a pas un. Ou ignorer la belle famille. Non, pas par la belle famille, mais ignorer les personnes qui l'ont accompagné. Mais les personnes qui l'ont accompagné, on ne peut pas avoir 10 000 membres ou 5 000 membres de Palou à la primature ou les 1 million de personnes de l'UDPS à la primature tout de même. Donc, c'est pas possible. Mais on peut en prendre quelques-uns. Mais les autres doivent trouver leur compte dans le cadre de la lutte contre le chômage. Tout à fait. Vous voyez? Quand les entreprises sont en place, il y a un bon assainissement, le stock de chômeurs va diminuer progressivement. Le climat des affaires va s'améliorer. La bancarisation, le taux de bancarisation va augmenter. Et en augmentant, ça influe sur le stock de chômeurs et les gens vont trouver leur compte. Il n'est pas nécessaire que tout le monde se le trouve. Là, ça va empêcher de pouvoir se comporter comme Bruno Chibala, qui a dit que il avait recruté tout un village à la primature pour des raisons humanitaires. Non, c'est un argument fallacieux, on ne peut pas dire ça. Moi, je vous dis, vous pouvez vérifier, je peux aussi prêcher pour ma chapelle, j'étais à la présidence, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont levé à genoux à lycée. Je vous dis, je n'ai pris personne, à part Zazie Mabidi, qui était de l'RTNC et qui est venu pour m'aider dans le cadre des éditoriaux. Tous les autres, je les ai trouvés là-bas. Je n'ai encaissé personne, moi. Et c'est vérifiable. Vous voyez? Quand j'étais à l'information, je n'ai pris personne. J'ai pris un certain papa en bail, parce qu'il m'avait demandé, je l'ai pris. Et puis surtout, il y a moyen effectivement d'impulser. Mais il faut créer les conditions. Par exemple, nous avons des investissements chinois ici, dans le cadre des infrastructures de base. Ceux qui y travaillent, les ouvriers qui y travaillent, ils ne sont pas recommandés, ils ne sont pas membres des partis politiques, les Chinois n'ont pas un parti politique ici. Mais lorsqu'il y a des besoins dans le pays, des besoins au niveau des entreprises, au niveau de la reconstruction, automatiquement les emplois sont créés et les gens sont engagés. Si je comprends bien, il faut se battre dans ce sens. Si je comprends bien, vous dites qu'au lieu par exemple de remplir tout un cabinet ministériel de membres de son parti politique, il y en a que 50 ou de sa famille, par exemple, mieux vaut travailler pour que la gouvernance s'améliore, pour que les emplois se créent. Vous ne pouvez pas prendre de là. Par exemple, au milieu, si je pense qu'il ne peut pas prendre plus de 5 personnes. Si vous prenez un petit frère ou une soeur qui a des mérites, la Constitution n'interdit pas, nulle part, la Constitution interdit à ce ministre puisse avoir dans son cabinet une amie ou une soeur ou quelqu'un d'autre, pour autant qu'il y a des compétences. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsqu'on fait de sa famille ou de sa belle famille la seule source de recrutement personnel politique ou administratif. Ça, c'est un problème. Cela étant, je pense que ce que j'observe à ce niveau-ci, c'est une très bonne chose, il faut encourager. Il ne faudrait pas que lorsque le pouvoir change, et il y a une chasse à la sorcière de tous les fonctionnaires de l'État. Ça, c'est pas bon. Parce que dans les sciences administratives, vous avez les sciences politiques et les sciences administratives. Les sciences politiques, ça c'est pour les politiques. Mais les politiques travaillent avec l'administration. Et les administrations, vous avez des experts qui ont été formés, qui font carrière, s'ils sont compétents et qui ne posent pas des actes d'infraction. Pourquoi les persécuter, pourquoi les chasser? Il faut laisser travailler, il faut seulement insuffler un esprit nouveau. Voilà. C'est un peu comme on dit, voilà. On ne renouvelle pas une classe politique. Mais vous allez travailler avec l'armée, vous allez travailler avec l'armée qui est là-bas. On renouvelle sa garde-robe, c'est noté. Exactement. C'est ça qui va la solution. Oui, je voudrais ajouter juste un petit détail. Cela étant dans le recrutement, parce que ça répond aux critères de loyauté tout de même. Mais il faut coupler la loyauté des compétences. Tout à fait. Voilà. Et puis recourir aux gens qui ont de l'expérience, qui ont la maîtrise. Donc vous prenez des jeunes qui ont la vingtaine, la trentaine, c'est une très bonne chose. Prenez ceux qui ont la quarantaine, la 50. C'est rien. Oui, comme nous sommes là, nous encadrons.
nous encadrons dans le domaine, la com, que ce soit les Sciences Po, la sécurité. Nous avons l'expérience et nous encadrons les jeunes pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, et puis voilà, le bateau part. Voilà, M. Koudou, à ce moment-là, vous êtes un homme d'expérience. Exactement. Nous venons là pratiquement de pouvoir répertorier quelques obstacles qui nous empêchent de décoller. Oui. Mais maintenant, que faire par exemple pour quitter cet état d'État en faillite pratiquement à un État qui émerge, par exemple dans les domaines financiers, le domaine de la sécurité. L'État, c'est ça le rôle qui est le nôtre, le nom de l'opposition. Ça veut dire qu'il faut savoir, il y a le président Kennedy qui avait dit, et ça c'est une phrase phare, il a dit, si vous ne pouvez pas assurer la sécurité de la grande majorité pauvre, vous ne pouvez pas non plus assurer la sécurité de la petite minorité riche. Vous ne pouvez pas. Donc, ça vient nous interpeller. Les élites sont les bazoules de notre pays, les bazoules d'aujourd'hui, avec tout ça comporte des cadres intermédiaires, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir que le pays, ou lorsqu'on veut diriger un pays comme nous prétendons le faire, c'est un service qui nous rend à la nation, c'est un service général, c'est l'intérêt général. Si vous voulez être riche, allez au Katanga, il faut rémunérer, c'est légal. Allez à l'Équateur couper les arbres, c'est légal. Allez au Kivu faire le minerai, c'est légal. Vous serez riches. Montez les bateaux sur le fleuve Congo, vous aurez de l'argent. Les pays peuvent examiner le dossier, vous aurez de l'argent. Mais lorsque vous êtes au niveau de l'État, c'est un service public. Il faut avoir la fierté. Il faut savoir que le pays, Eza Liboula, c'est un héritage. Et que l'héritage, si vous n'en prenez pas soin, il quitte. Nous avons des pays voisins. Si ce pays continue à être faible, et que si un État n'est pas capable de protéger ses ressources, M. Mokolo, c'est un pays qui sera dévoré. Nous avons aujourd'hui l'Angola qui siphonne le pétrole. Et l'Angola pompe son pétrole, et le nôtre. Nous avons le Rwanda qui siphonne le gaz. Le gaz mettant du lac Kivu. Dans le Kivu. Nous avons l'Ouganda dans le nord qui siphonne aussi le pétrole. Du lac Albert. Voilà. Et nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait encore une puissance un peu saine lorsqu'on va extraire le pétrole du parc du Virunga. Encore, c'est un débat qu'il faut voir. S'il faut le parc, il faut le pétrole. Vous voyez? Si on ne va pas sur ça, c'est un pays qui va disparaître. Parce que quand vous voyez déjà la guerre qui est à Béni, c'est une guerre de terre qui nous est menée par l'Ouganda et le Rwanda, même si on ne le dit pas assez. Ces gens vont occuper les sols, producteurs de richesses et de minéraux et l'agriculture. Mais nous, on regarde, on est conscient. Le pays, on peut passer du pays failli au pays qui va disparaître, parce que le pays peut disparaître. Oui, pour que le pays ne disparaisse pas. Il faut la conscience. Donc il faut maintenant l'émergence des leaders. Comme on avait ici, on avait des gens comme de Lumumba, malheureusement Lumumba n'a pas dirigé. On a eu des gens comme Mzé, le roi de Zélé Kabila. Malheureusement, il a fait long feu, c'est pour un temps, et puis bon, il a été terminé. Mais il faut des gens qui sont responsables, qui n'ont pas peur de la mort. Comme nous l'avons fait dans l'opposition, on n'a pas peur de la mort. Comme aussi vous dirigez, vous ne devez pas avoir peur de la mort, parce que la mort arrivera toujours un jour. Mais au moins, vous avez apporté le combat pour le peuple, pour vos compatriotes, comme les militaires le font. Vous comprenez? C'est ça c'est déjà la solution. Donc prendre des mesures courageuses. Et ces mesures courageuses ne vont pas plaire nécessairement ni à l'étranger, ni aux compatriotes. Mais si c'est le chemin, il faut y aller. Vous comprenez? Oui, parmi les mesures courageuses, il y a aussi la lutte contre la corruption. Exactement. Comment, par exemple, combattre ces fléaux-là? La lutte contre la corruption, et je m'adresse au président Tshisekedi, il ne doit pas interférer dans la justice. Non, pas du tout. Ça, c'est la posture qu'il doit avoir. Il est le président, mais il se rend compte que la justice est en train de dormir. Non, il impulse, il donne l'orientation, comme il avait dit, lutte contre la corruption. Ensuite, nous avons le pouvoir judiciaire quand même. Et au niveau du pouvoir judiciaire, nous avons le parquet, les cours de tribunaux. Donc, les cours de tribunaux doivent faire leur travail. Interpeller les justiciables, ceux sur qui pèsent des indices de vol,
de détournement des fonds publics, etc., etc. Donc la justice doit faire son travail. Et en même temps avoir un regard sur les magistrats qui peuvent être tentés par la corruption. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement les justiciables qui sont déférés devant les cours de tribunaux, mais il y a aussi ceux qui ont la charge d'arbitrer la justice. Et là, il y a des mécanismes, on a les cours supérieurs de la magistrature, on a des cours qui disposent de lois pour fonctionner, par exemple la Cour des comptes. Il faut activer la Cour des comptes. Il faut lui restituer sa dent dans sa dignité. On est dans un pays, on ne sait pas qu'il y a une Cour des comptes, pour justement veiller et contrôler les comptes. Il y a aussi certaines pratiques, certains actes de corruption qui sont difficiles à déceler. Par exemple, ce qu'on a vécu dernièrement au sujet de l'élection des sénateurs qui défraient la chronique jusqu'à maintenant. Comment on peut, par exemple, des gens qui ont catiminié se sont échangés de dollars? C'est ça qui fait. Comment on peut, par exemple, décider de cette corruption? La presse, mon cher Mokolo, la presse, il a dit que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Pourquoi c'est le quatrième pouvoir? Parce que dès qu'il est dit, la presse écrit, donne des indices, qu'il y a des tournements, ça permet au parquet d'initier des enquêtes. C'est ça ce que ça veut dire. C'est comme ça que les éditeurs de journaux déposent le numéro de tous les numéros lorsqu'ils publient. Il y a toujours un numéro qui est déposé au ministère de l'Information et à la justice pour que la justice puisse poser des indices. Parce que ce n'est pas la population, mais ça peut permettre de mener les enquêtes. Donc si la Cour joue son rôle, c'est déjà ça. Mais le gros problème, il me semble, c'est dans le chef des dirigeants. Il faut que les dirigeants soient convaincus qu'effectivement, ils ne vont pas vivre de l'argent de l'État, ni de l'argent politique ou public. C'est ça. Là aussi, c'est un problème. Parce que lorsque vous vouliez, vous devez être dans le réseau. Vous êtes dans le réseau. Et comment ça va être? Vous ne pouvez arrêter? Il y a par exemple un cas de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a quitté les affaires depuis 2017 et qui garde le véhicule de l'État. Et pourquoi il a fait de la résistance, maintenant il est arrêté, il commence à la remettre. Comment on peut gérer ce gars Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il ne faut pas seulement chercher les gens qui ont des véhicules de l'État. Il y en a qui construisent, il y en a qui sont riches, comme on dit. Il y a l'inflation en cause. Vous gagnez $1000. Oui. Comment est-ce que vous pouvez avoir un immeuble qui a une valeur de $2 millions? Oui, une jupe de $30 000. Vous voulez être héritier. Ce n'est pas une suspicion, ce n'est pas une délation. Mais le bon sens, on doit chercher à savoir comment vous faites. Comment vous faites? Mais pourquoi les tels cas ne sont pas, par exemple, moi, ça peut m'intéresser. ne sont pas l'objet d'enquête judiciaire? Mais oui, c'est ça, parce que c'est le système. C'est la mafia. Parce que notre pays est devenu mafieux. Ça veut dire que les juges, les magistrats, les policiers, les tous forment une clique. Qui va arrêter qui? C'est ça la mafia. Et comment on fait maintenant? Voilà. Là, tout le monde est dans la mafia. C'est ça justement. Donc l'État ne peut pas fonctionner parce que c'est le système. Donc quand le dossier arrive au parquet, c'est-à-dire qu'il y a le dossier, le procureur quand il donne le dossier, c'est comme ça que ça se passe, il distribue le dossier et celui qui va instruire, il reçoit les instructions du procureur. Parce qu'à celui-là, voilà. Et parfois même au niveau des cours de tribunaux, là aussi on a encore des instructions qu'on leur donne. Les juges vous disent que nous ici, ce qui tue la justice, c'est l'argent et les instructions que nous donnons. Donc déjà ce niveau, je termine, déjà ce niveau-ci, si les pouvoirs politiques ne se mêlent pas de la justice, ce serait déjà une bonne chose. Donc il faut la réforme. Il faut la réforme de gestion politique. Il faut la réforme aussi d'un certain nombre de comportements. Par exemple, vous trouvez normal que les députés aient une immunité parlementaire. Pourquoi? L'immunité parlementaire, elle porte sur les faits d'opinion. Sur les faits d'opinion, tout simplement. Mais quand il y a des infractions de droit commun, on fait quoi? Ça ne fait pas de vous un citoyen. Bon, le gouvernement se protège. Voilà, exactement. Bon, M. Koudoura, avocat Solomon Aloba, nous sommes à la fin. 60 secondes, votre mot de conclusion. Nous sommes dans la bonne direction. C'est une chance pour ce pays qu'il y ait l'alternance. Et cette alternance va constituer une espèce de jurisprudence dans le pays. J'espère que le FCC va comprendre qu'il a fait son temps, qu'il y a un nouveau pouvoir, et que ce pouvoir doit travailler, si vous voulez, déballer le terrain, et que en 2023, j'imagine, si Dieu nous prête vie, que le régime en place
celui qui sera impliqué par le président Tshisekedi et son policier Vital Kamerhe, et pourrait en même temps, avec d'autres partis de l'opposition, je le souhaite, remporter encore en 2023 pour pouvoir vraiment aller de l'avant, parce que pour l'instant, il y a encore des boulets au niveau des chevilles et des dirigeants. Ils n'ont pas encore libéré les énergies que la nation peut attendre. Merci beaucoup, Koudoura Kassongo, Mwanaloba, bel homme pour les teams. Merci beaucoup de nous avoir en tout cas consacré de votre temps. Merci à Bruno Zil et à toute l'équipe technique. Nous saluons en passant Madame Gisèle Etoko, la présentatrice attitrée. On le souhaite un heureux mariage. En tout cas, de bonnes vacances et de noces. Et sûrement qu'on va vous retrouver la semaine prochaine sur un autre numéro de cette émission de l'actualité. Merci. Merci et restez branchés sur le programme de votre chaîne Canal Congo Télévision. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.